140 déjà. Ça croissait au fur et à mesure. J'espère Ouais, qu'ils ne seront pas très déçus. J'ai eu le même petit quiproquo sur la diffusion du direct sur Black Panther. Ouais, Bon, ils reviennent. ils sont quand même en train de revenir. Je suis désolé, on a eu un petit problème de connexion. On a eu les aléas. J'ai toujours l'habitude de dire que les mauvais esprits ne sont pas d'accord avec les lives que je fais ces derniers temps. La première fois, j'ai eu ce même problème de connexion. Ensuite, j'étais très malade. J'ai eu un mal de tête subite à l'instant pile où je commençais le direct. Et après, ainsi de suite. Bon, voilà, mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'on va quand même le faire. Ils ont été très rapides à nous retrouver. Donc, je crois qu'on pourra, voilà. Ça va aller, on pourra s'en sortir. Encore désolé, je sais que vous étiez déjà dans le règne, encore désolé pour la petite interruption. C'est vraiment indépendant de notre volonté. Donc, un petit désolé, il y a Icom Patrick, il y a Gabriel Piam, problème de réseau. Bon, je crois que avec des génies de Satran, dans quelques années, on aura réglé ces problèmes de réseau. Ce n'est pas grave, on n'avait pas encore commencé les hostilités comme il se devrait. On était encore en train d'introduire. Bon, c'est assez rapide, il nous retrouve avec une vitesse faramineuse. Et voilà. Bon, en tout cas, je vais commencer déjà à dire ce que je disais tout à l'heure pour gagner en temps. Nous recevons aujourd'hui le frère Arsène Thomas Biolay. Il vient du Cameroun. Et voilà, il est pour moi la réponse à la critique que nous avons eue des dirigeants internationaux qui, pour légitimer leur présence chez nous, etc., se sont amusés à dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, que l'Afrique a un problème de civilisation. Il faut vraiment ne rien savoir à l'Afrique pour débiter les théories pareilles, parce que pour peu qu'on s'intéresse à l'Afrique, on se rend compte que non seulement l'Afrique est rentrée dans l'histoire, mais en fait surtout l'Afrique a fait l'histoire. Quel que soit le moment de l'époque humaine où vous prenez, depuis la construction de nos grandes pyramides, les pharaons, les grandes reines, les grands rois, Sunjata, Zinga de Matamba, l'Empire Songhai, toute la grandeur qui a caractérisé le parcours, en tout cas l'historique de l'Afrique, vous avez aujourd'hui à l'époque contemporaine, à la différence près que les talents africains ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Les talents africains sont en tout cas les mêmes aujourd'hui que dans l'Antiquité. Nous avons des Africains aujourd'hui, le docteur Ernest Simon qui était le premier Camerounais, le premier Africain par la même occasion à intégrer la NASA. Et vous avez aujourd'hui un jeune de 19 ans, de 25 ans qui est assis juste à côté de moi et qui a été, à qui la NASA a fait une demande de collaboration. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut des Occidentaux, mais il y a une chose indéniable en ce qui les concerne, c'est que lorsque vous avez du talent, lorsque vous avez de la compétence, vous êtes valorisé, c'est-à-dire, on fait appel à vous, même si c'est pour travailler pour leurs intérêts, etc. Au moins, le fait qu'ils fassent appel à vos services est la preuve par neuf que vous avez du répondant, que vous avez du talent, que vous avez. Et aujourd'hui, voilà, on aura affaire à des choses incroyables. On va prendre le soleil depuis les étoiles et on va le ramener ici. Ce n'est pas une métaphore, mais notre frère ici a bel et bien l'intention de ramener le soleil sur Terre pour donner l'énergie à tout le monde. Et vous savez, je le dis encore, quand on est incompétent, on dit des choses absurdes. Et un incompétent, Jean-Louis Borloo, en France, qui était ministre de l'écologie, est arrivé en Afrique un jour en Jésus-Christ et a dit qu'il va électrifier l'Afrique. On ne sait pas comment, lui-même ne sait pas comment. Lui-même, en France, il est totalement ignoré de son pays. Vous savez, en Europe, il y a un stratagème très simple, c'est-à-dire, vous n'êtes rien dans votre pays en Occident, mais pour vous faire un nom, pour vous refaire une santé, une deuxième vie, vous débarquez en Afrique et vous commencez à exister parce que tout le monde vous lèche les bottes, tout le monde vous met à genoux. Donc, c'est avec joie qu'on le présente aujourd'hui. C'est notre Einstein national, c'est notre physicien, c'est notre, voilà. Dans quelques années, si les talents seront valorisés parce que nous, ce que l'État n'a pas fait pour nous, nous allons le faire pour nous-mêmes. Si nos gouvernements, si nos États et consorts ne sont pas en mesure de valoriser nos talents, je crois que nos États, nos gouvernements, ce sont des personnes, des entités comme nous. Nous allons commencer à faire cet exercice-là et les obliger, en tout cas les contraindre, s'il le faut, à le faire. Donc pour aujourd'hui, on va présenter la chose en 3 parties. La première partie, c'est la petite introduction que je fais à l'heure actuelle. Notre frère va se présenter lui-même au fur et à mesure, parler de lui, de son parcours, etc., des enjeux, et ainsi de suite. Et après, on va échanger sur 2 ou 3 éléments. Et à la fin, vous aurez, parce qu'il est notre star du jour, et vous êtes notre star du jour, vous aurez la latitude de lui poser toutes vos questions. Voilà, il répond. Bon, il ne pourra pas répondre à toutes parce qu'il y en aura certainement énormément, mais il répondra à celles qu'on aura choisies, et on espère que ça vous apportera des éclairages. Quelqu'un lui a demandé tout à l'heure s'il a travaillé à la NASA. Je crois qu'il va. C'est la question, en fait, c'est la question à laquelle il doit répondre quasiment toutes les secondes. Je crois que
il a beaucoup de patience pour ne pas en être agacé sur le long terme. Mais voilà. Donc, en gros, grosso modo, c'est un jeune Camerounais né un matin de juin 92 qui a connu l'enfance que nous avons tous et avant de bénéficier par ses compétences, par son talent, d'un appel de l'extérieur qui l'a permis de s'expatrier et de poursuivre ses recherches, etc. Et il n'a pas été, en fait, il n'est pas une icône ou un exemple à suivre aujourd'hui parce qu'il est intelligent. Pas du tout. S'il est une icône, un exemple aujourd'hui, c'est parce qu'il est fou. Et c'est cette folie-là qui manque à la jeunesse aujourd'hui. Cette folie, cette audace, cette envie de créer, d'oser, de faire ce que personne n'a jamais fait avant, de sortir des sentiers battus, de sortir du carcan qui consiste à réciter les cours, mais de créer quelque chose qui fera que, à sa disparition, on parlera de lui. Donc, je vais dire bonjour à notre frère Arsène. Ce n'est pas moi la star du jour. Il va vous parler de lui. Il va faire, voilà, un plan détaillé sur sa personne et on pourra continuer. Bonjour Arsène, bienvenue à Francfort. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Si tu peux dire bonjour aux frères qui sont avec nous et voilà, dire 2-3 choses sur toi. Qui pourrait être intéressant. Bon, dans ce cas, c'est 1000 choses. Tu as la tribune, tu as l'antenne, exprime-toi. Merci Claude Wilfried. Bonjour à toi et merci de m'avoir reçu ici à Francfort. C'est un honneur de te rencontrer. C'est la toute première fois, je voudrais préciser, que nous nous rencontrons et c'est un plaisir, c'est un délice. Merci à tous les amis qui ont bien voulu se connecter aujourd'hui pour nous écouter. Je suis très honoré de vous voir si nombreux et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Quant à ce qui me concerne, un bref aperçu de ma vie, je suis Arsène Tema-Biolé, je suis né en juin 92 à Bafoussam et donc ça fait 25 ans bientôt, 26 ans et depuis tout petit j'ai rêvé d'être physicien, depuis tout petit je regardais les étoiles, je regardais le soleil et j'étais fasciné à l'idée de dompter cette énergie. Je me posais la question, Wilfried, combien de temps le soleil va continuer de briller? Et vous vous rendez compte, dans ce petit quartier de Bafoussam là, ça me fascinait déjà de comprendre comment les mécanismes de fusion nucléaire à l'intérieur du soleil se déroulaient. Combien d'hélium et d'hydrogène aurions-nous encore pour que le soleil... Et c'était une enfance difficile, c'était difficile de croire en ce rêve parce que quand vous êtes né pauvre, peut-être vous ne pensez pas à recopier un soleil sur Terre, ce n'est pas la priorité. Donc c'était un rêve difficile. C'est pour ça que je promeux le rêve avant tout. Je promeux la passion, je promeux le rêve et j'incite les jeunes à rêver, à être ambitieux et à être travailleurs. Et donc c'est dans cette logique-là que j'ai fait mon baccalauréat, c'est au lycée bilingue de Bafoussam et bien entendu ma passion pour la physique a toujours grimpé. Et après mon baccalauréat, j'ai essayé au Cameroun. Ça c'est important parce que on ne le dit jamais sur les articles qui sont écrits sur moi. J'ai essayé à l'université de Tchang. J'y ai fait 2 années où j'étudiais la physique théorique. C'est un passage qu'il n'y a dans aucune de mes biographies qui est important. J'étais dans les amphis à l'université de Tchang avec les autres personnes. Je voulais faire physique à Tchang. Et après 2 années, je décide par l'aide de l'ambassade italienne d'aller à Turin au Polytechnique pour faire ingénierie nucléaire. Et c'est un parcours qui était intéressant parce que j'étais le seul Camerounais à faire l'orientation nucléaire. Et toutes les fois, on me disait toujours, laisse cette filière des Blancs, la Tema, laisse cette filière des Blancs. Étudie informatique, après 3 ans, tu auras un salaire. Étudie mécanique, après 5 ans, tu auras ton petit boulot tranquille. Laisse la filière des Blancs. Le conformisme, la mentalité du colonisé. Exactement, la mentalité du colonisé. J'ai dit, vous savez, si je meurs ou je rate à cause de ma passion, ce serait une belle mort, non? Mourir en essayant de faire ce qui te plaît, mourir en martyr, en essayant de... Et c'est là que j'ai continué et à la dernière année, le gouvernement américain était intéressé à un de mes... J'avais fait des travaux à Turin, ils ont lu, ils ont aimé et c'est où j'ai été sponsorisé par leur département de la défense et de l'énergie pour continuer les recherches aux États-Unis. Ça donne envie de dire « Waouh !» Et aux États-Unis, c'est où j'ai ressenti la différence entre les États-Unis et l'Europe. Parce que en Europe, on te demande tes notes, c'est comment, tu viens de quelle école. Pourtant, aux États-Unis, on te pose une seule question. Est-ce que tu veux changer le monde? Est-ce que tu veux bien faire? Indépendamment, ce ne sont pas les standards. On regarde l'homme qui est devant.
Donc, c'est où ce petit noir de 25, 24 ans, parce que j'arrive aux États-Unis à 24 ans, on me confie une lourde responsabilité, une très lourde, parce qu'il fallait calculer un courant quand on parle de turbulence nucléaire, où les scientifiques ne s'étaient pas aventurés pendant les dernières années. C'était un truc, quand on m'a donné, c'était juste pour essayer. Ils m'ont donné ce travail en pensant peut-être que je vais me cogner au mur. C'était juste pour voir. On ne s'attendait pas à avoir un résultat dans ce cours de l'air. Et lorsque nous y sommes arrivés, c'était exceptionnel. Tu leur en as mis plein la vue, comme on a l'habitude de dire. C'était exceptionnel. J'étais très honoré et c'est même où j'ai reçu les félicitations du docteur Simo de la NASA. On dit à tout seigneur, tout honneur. Forcément, quand on est compétent, vu que tu es impliqué dans la physique de toute façon et que tu traites du soleil, tu as remarqué que le soleil n'a pas d'ombre. Et donc forcément, tu es appelé à briller de par ta compétence. Exactement. Et je répète, je promeux le rêve parce que c'était un parcours pas difficile. Je ne pense pas que vous qui vous vouliez être médecin, qui vouliez faire sciences politiques, qui voulez faire... je ne pense pas que votre chemin est plus difficile. C'est juste que vous pourrez avoir des idoles. Je veux dire, on a eu de grands médecins camerounais, on a eu de grands mathématiciens camerounais, mais c'était vraiment l'idée de faire une chose qui n'est pas commune, de faire la physique nucléaire. C'est le rêve. Toutes les fois on a dit faut laisser ça mon petit, c'est pour les blancs, faut laisser les Français faire ça, tu veux quoi? Et c'était l'audace de vouloir dire, vous savez, je pense que si tu viens de Bafoussam, du camp Bamoun, le camp Bamoun c'était un ancien quartier de colonie allemande à Bafoussam, où on vivait, il n'y avait pas d'électricité, les maisons étaient faites en pierre, on vivait avec des rats et tout. Moi, je voulais montrer, tu peux venir du camp Bamoun et tu deviens physicien, Claude. Une véritable leçon de vie. Mais oui, vous imaginez quelqu'un dans un village perdu dans la pampa camerounaise qui, au feu de cuisine, se penche sur la physique newtonienne, etc. Mais attendez, Newton, c'est le milieu du XVIIe siècle. Vous parlez des trois lois du mouvement, théorie de la gravitation universelle, blablabla. En plein Bafoussam, où les gens se posent la question, est-ce que le pain, pourquoi Moussa ne m'a pas mis la quantité de chocolat qu'il devait me mettre en fonction des 50 francs que je lui ai donnés? Vous avez un camarade qui vient vous dire, bon, moi je m'intéresse, vous savez, dans un référentiel galiléen, est-ce que le mouvement, qu'est-ce qu'il raconte? Et nous aimons le message de folie que tu nous apportes. Il faut vraiment que tu le leur dis, il faut vraiment qu'ils l'écoutent, qu'ils s'en imprègnent, parce que s'il y a quelque chose qui nous manque dans la communauté africaine, ce n'est pas l'intelligence, c'est la folie. C'est la folie, c'est toujours ce que j'ai essayé de mettre en avant. Je ne pense pas être plus intelligent que les Camerounais, je ne pense pas être plus intelligent que mes camarades de classe, mais je pense que j'ai cette audace-là parce que je veux laisser un message positif aux jeunes générations. Je veux que des personnes se lèvent dans 20 ans, ils sont nés au Cameroun, et quand ils ouvrent un livre de physique, ils voient, ok, Théma avait fait telle chose, ils ouvrent un livre de sciences politiques, et Kanga avait écrit tel article en 2017-2018. C'est ce message-là que je veux adresser, plus qu'un message de... vous savez, je n'ai pas eu un bac exceptionnel avec 20 de moyenne. Mon message, ce n'est pas le message du sudoué, qui est l'élite et puis qui va. Non, mon message, c'est un message de celui qui se bat, qui tient à réaliser ses rêves, qui a ses passions et qui se donne à 200% pour les réaliser. Bien sûr. Et maintenant, si on parle, c'est-à-dire dans le premier inter-échange, il y a justement ce pourquoi tu es là, entre autres, c'est-à-dire tu ne t'es pas contenté d'être compétent dans les exercices qu'on t'a donnés, tu as carrément développé une théorie. C'est-à-dire, j'essaie de me le représenter. On était à l'école, on nous a appris l'histoire des grands savants que nous considérons comme des demi-dieux. On nous dit, voilà, Copernicus, à la fin du XVIe siècle, crée la théorie de l'héliocentrisme, c'est-à-dire du grec hélios, la source de chaleur, où il dit, en fait, ce sont les planètes qui gravitent autour de la source de chaleur commune, qui est le Soleil, et non l'inverse, c'est pas la Terre qui est le centre autour duquel gravite, etc. Et ensuite, on nous, voilà, tu es physicien, j'ai dit notre Einstein national, il y a une c'est-à-dire, je me suis penché dessus, je n'y ai rien compris, mais c'est très intéressant, c'est-à-dire ces gens-là qui ont révolutionné le monde, la théorie popularisée en 1905 par Einstein égale à mc carré. On nous dit un truc du genre, voilà, tout corps possède une masse dont la valeur est proportionnelle, est égale au produit de la masse par le carré de la vitesse de la lumière, un ramassis de choses ultra compliquées, mais que ceux qui ont compris ont réussi à utiliser à des fins, bon, soit positives, soit négatives, mais en tout cas, qui ont changé la face du monde, c'est la théorie de la fusion nucléaire, c'est etc. Et toi,
dans la même lignée, c'est-à-dire dans les années à venir. On parlera de toi dans la même lignée que Copernicus, que Einstein, que Tycho Brahe et consorts, comme celui-là qui a développé une théorie, enfin, un pan de la physique sur laquelle, une formule de la physique sur laquelle, à ta plus grande surprise, même les gens ne s'étaient pas penchés jusqu'ici. Ce qui nous intéresserait, et alors à moi comme à tout le monde, même si je ne vais pas y comprendre grand-chose, est-ce que tu nous dises, parce que tu le mérites, à tout seigneur, tout honneur, est-ce que tu nous fasses un peu un condensé, un descriptif de cette fameuse théorie-là, qui a fait de toi l'icône que tu es déjà à 25 ans? D'accord, merci. Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on a besoin d'expliquer parce que je pense qu'on ne l'a pas toujours compris. On pensait que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais en général, je ne me suis jamais penché pour expliquer. C'est pour ça que je te remercie encore pour ce direct. Donc, je vais aller de la base. Le nucléaire, c'est la science qui s'occupe du noyau de l'atome. Donc, on s'occupe des propriétés du noyau de l'atome pour avoir des conséquences de type macroscopique. Donc, vous travaillez sur l'infiniment petit et vous avez des effets sur l'infiniment grand. Par exemple, ce qui se passe dans les actuelles machines à fission nucléaire, c'est que vous prenez un noyau d'atome, vous le bombardez avec un neutron, il y a la fission de ce grand noyau et la fission avec la formule que Claude mentionnait au début est égale à mc carré. On a une énergie de masse qui se libère et c'est cette énergie qui va dans les centrales et qui produit de l'électricité. C'est ce que arrive à faire par exemple en France. Maintenant, on a la fusion nucléaire qui est la fusion, ce n'est pas un noyau qui est déchiré en deux, c'est deux petits noyaux légers qui font une fusion. Et le fait que la masse du noyau fusionné est différente de la somme des masses des noyaux qui ont fusionné fait qu'il y a un résidu d'énergie et c'est cette énergie-là que la communauté scientifique veut exploiter. Pour exploiter cette énergie, on s'est basé sur le soleil parce que c'est exactement comme ça que le soleil fonctionne. Quand vous êtes à Douala, vous avez les rayons de soleil qui vous frappent là. C'est parce qu'à l'intérieur du soleil, il y a le phénomène de la fusion nucléaire se produit. Vous avez de l'hydrogène, vous avez de l'hélium qui sont là comme le carburant. Ils font la fusion et l'énergie qui est relâchée, c'est ce qui se passe, c'est ce qui donc arrive sur nos têtes à Douala. Nous, dans la communauté scientifique, nous sommes préoccupés par l'année 2050 avec l'accroissement de la population. Nous pensons qu'il y aura une crise. Nous voulons éviter la crise. Ce sera une crise sur le plan alimentaire, une crise sur le plan de la population. Et il y aura surtout la crise énergétique. On ne peut pas compter sur le charbon parce qu'il y a les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous voulons une solution qui est à la fois puissante et qui ne pollue pas l'environnement. On ne peut pas compter sur la fission nucléaire parce que la fission nucléaire fait des déchets radioactifs qui donnent des cancers. Donc le sauveur de l'humanité, je vous assure, en science, on pense que la fusion, c'est le sauveur de l'humanité. Ce n'est pas Jésus. Ouais, ce n'est pas Jésus, pas encore, c'est le soleil. Et donc on voudrait reproduire ce soleil sur Terre, mais on a un problème, c'est que pour reproduire ce soleil sur Terre, il y a un courant, il y a des turbulences dans ce soleil et ces turbulences provoquent un courant. Et c'était difficile de pouvoir dévier ces turbulences et de dompter ce courant. Parce que si on peut dompter le courant qui s'autogénère à l'intérieur de ce plasma nucléaire, on pourra bien entendu utiliser ce courant déjà. Et si on pouvait dévier les turbulences nucléaires, on aurait une meilleure stabilité à l'intérieur de ce soleil. Et donc, c'était mon travail de recherche. On m'a dit, tu sais quoi, regarde ce qui se passe par rapport à ces turbulences-là. Et ce qui était exceptionnel, c'est que c'était un travail physique, mais j'ai utilisé un algorithme que les informaticiens connaissent bien. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, j'ai construit un réseau de neurones artificiels qui pouvait prédire quelle serait l'intensité de ce courant et quelle serait l'intensité des turbulences. C'est pour ça que le travail a eu une si grande répercussion aux États-Unis, parce que pour la première fois, on alliait la physique théorique de base à l'intelligence artificielle des informaticiens. Et c'est ce mélange-là qui nous a permis de dévier les turbulences et de dompter les courants autogénérés. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Ce qui est intéressant dans ce que dit notre frère, c'est que, comme je le présentais au début, il n'est pas là pour réciter les cours. Pour se rendre utile dans la société, il y a 3 questions qu'on doit se poser. Quel est le problème qu'il y a dans cette société? Quels sont mes talents, mes atouts? Qu'est-ce que la nature m'a donné? Et la 3e question, en quoi est-ce que je peux employer ces talents, ces atouts-là pour changer quelque chose? C'est ce que Deng Xiaoping a fait pour développer la Chine. Le pragmatisme, on répond à un besoin précis. C'est faux ce qu'il vient de dire, je ne sais pas comment vous êtes senti chez vous, c'est-à-dire
on assimile, on se dit que voilà, le soleil que les superstitieux prennent pour, je sais pas, une entité surnaturelle ou je ne sais pas. C'est un simple condensé de processus physiques. Je ne suis pas calé en physique, mais bon, l'hydrogène, l'élément le plus présent dans l'univers, fusionne avec des noyaux d'hélium et c'est ça qui provoque ces réactions nucléaires. Et tu as présenté la différence entre la fission, qui est la division, et la fusion, qui est en quelque sorte le conglomérat, le rassemblement et voilà. Et tu priorises la fusion parce que elle a moins de conséquences sur les. Je pose la question parce que l'élément sur lequel je vais t'amener tout à l'heure s'y rapporte grandement. Mais en tout cas, on apprécie énormément. C'est en fait, si moi je pouvais dire quelque chose, que ce soit dans le domaine de la physique ou dans les autres domaines, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Ne pas écouter ce que les gens disent. Il y a une seule catégorie de personnes que vous devriez prendre comme exemple, ceux qui ont réussi là où vous n'avez pas encore réussi. Le gros défaut que nous avons en Afrique, c'est que nous prenons comme exemple ceux qui n'ont pas réussi. C'est d'ailleurs quelqu'un te dit, ne fais pas ça, c'est dangereux. Tu regardes sa vie, tu te dis, bon, si je fais comme il me demande, j'aurai le même destin que lui. Est-ce que j'ai envie d'avoir le même destin que lui? Me retrouver inexistant, non présent nulle part, n'ayant rien réalisé. Je dois plutôt me pencher sur ce dont on a parlé tout à l'heure, les Einstein, les Simo, etc. Donc voilà, comment ils ont fait pour arriver là où ils sont? Au lieu de me dire ça ne va pas marcher, ils vont plutôt me dire voici ce qu'il ne faut pas faire pour que ça échoue, voici ce qu'il faut faire pour que ça marche, voici les pièges à éviter, etc. C'est le seul domaine important. Je vais te renvoyer maintenant la deuxième question. Sur ce que c'est une question que j'ai lue hier et ça m'a justement amené à réfléchir. Les gens demandaient les besoins de l'Afrique actuellement ou même les besoins dans le monde en général. Le monde parle aujourd'hui de plutôt de la sortie du nucléaire, les énergies renouvelables, etc. Nous avons près de l'Allemagne, ici à la frontière, sur les grands canaux du Rhin, la centrale de Fessenheim, que les Français ont prévu fermer à la fin de l'année 2018. Déjà, le président Hollande avait prévu de la fermer en 2015. Et on est aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a vu le 11 mars 2018 et le 11 mars 2011, il y a quelques années, il y a 6-7 ans, à Fukushima Daiichi au Japon, après le tsunami, le tremblement de terre, le tsunami qui s'en est suivi, il y a eu ce que les Allemands appellent le Zopagao, c'est-à-dire la catastrophe qu'on a eue. Et jusqu'à présent, c'est-à-dire il y a un village au Japon du nom de Itate, à 35 km de l'épicentre de la chose, qui est toujours contaminé par les rayons radioactifs. Le gouvernement japonais parlait même d'une période d'à peu près 40 ans pour démanteler, pour décontaminer toute la zone. Et les sommes déboursées par le gouvernement là sont déjà colossales. Le Premier ministre Shinzo Abe parlait de 20 000 milliards de yens, c'est près de 200 milliards d'euros. Bon, c'est énorme. Avec tous ces défis-là, en cas d'accident sur le nucléaire, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant pour parler des avantages du nucléaire? Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, on parle d'énergie renouvelable, etc., le physicien nucléaire continue à affirmer son importance dans la vie. En quoi c'est-à-dire comment convaincre les Camerounais, les Africains, le monde que c'est important encore d'investir dans cet élément du nucléaire là? Voilà, grosso modo. Ouais, ça c'est une excellente question. Pour y répondre, je peux raconter une petite histoire. Tu as tout le temps, tu es la star du jour. Tu devrais parler plus que moi. Ça c'est une histoire qui va. Vous savez, en Italie, dans la ville de Pavie, on a diagnostiqué un cancer à un papa et après quelques mois, il était en phase terminale. On lui a donné 21 jours. Il lui manquait pronostic vital, 21 jours de vie. Et vous savez, si vous avez déjà vu quelqu'un qui fait des chimiothérapies, vous vous rendez compte qu'il a la perte des cheveux, vous vous rendez compte. Parce que lorsqu'on combattait son cancer, on n'a pas juste touché les cellules cancéreuses, on a aussi touché les cellules saines. C'est pour ça qu'il y a eu un impact sur son apparence physique. Et donc, à ce papa-là, à qui on avait donné 21 jours de vie, il était couché à la maison, il attendait son dernier jour. Et donc, mon professeur à l'école polytechnique de Turin à l'époque a dit, vous savez, on va tester cette formule sur ce patient. C'était un cancer du foie. Ce qu'on a fait, on lui a retiré son foie. Et on a, à l'aide de certains médecins, on l'a laissé on l'a permis de vivre quelques jours sans son foie. On a donné son foie à notre professeur, c'était une équipe et tout. Et le professeur a testé une formule nucléaire qui s'appelle la boron neutron therapy. Il s'agissait de lui faire consommer du sucre au préalable et puis les cellules cancéreuses devaient gonfler, Claude. Ensuite, lorsqu'on a retiré son foie de son corps,
on l'a attaqué avec les neutrons, exactement le même processus que la fission nucléaire. Et ces neutrons-là, on avait au préalablement, les mathématiciens calculé ce qu'on appelle la section efficace, donc la section que les neutrons verraient, les cellules cancéreuses. Avec ça, nous sommes réussis à bombarder exactement les cellules qui étaient malades de cancer. Et vous vous rendez compte, quand on lui a remis son foie, quelqu'un était passé de 21 jours de vie à la guérison complète. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que quand on entend nucléaire, la question qu'on devrait poser, c'est quelles sont les applications du nucléaire? En effet. Il y a l'application médicale qui est fondamentale et c'est où j'avais fait ma thèse de licence. Il y a l'application, quand vous cassez la jambe, vous partez à l'hôpital à Yaoundé et vous voulez qu'on regarde ce qui se passe. On vous envoie des radiations. Les rayons X, c'est une application du nucléaire. Quand vous partez dans des hôpitaux, vous avez un cancer. Quand vous voulez qu'on vous fasse une radiothérapie, quand vous voulez on vous scanne le cerveau pour détecter s'il y a une tumeur, ce sont des applications du nucléaire. Les applications du nucléaire sont multiples. Maintenant, l'application énergétique du nucléaire, vu que c'est de ça dont il est question, je tiens à signaler que je comprends la fission, je veux dire, je comprends après la catastrophe de Fukushima et tout. Mais il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que pour sortir du nucléaire, on a besoin d'ingénieurs nucléaires. Quand on parle de démantèlement d'une centrale nucléaire, il faut des ingénieurs nucléaires pour faire le démantèlement. Parce que ces particules qui sont radioactives, eux, ils ne meurent pas, ils meurent, on appelle la demi-vie. Ils meurent quand ils veulent. Quand ils décident. Donc, il faut des ingénieurs nucléaires, même si on veut sortir du nucléaire. Ça, c'est important. Donc, il faut qu'on soit compétent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un endroit en Afrique, proche du Congo, où il y a ce qu'on appelle la radioactivité naturelle. Vous vous rendez compte? Il y a un endroit qui avait de la radioactivité naturelle. Et donc, cette radioactivité naturelle-là, on a besoin de comprendre les phénomènes nucléaires pour pouvoir éviter que les populations du Congo soient radiées, par exemple. Pourquoi est-ce que je dis ça, Claude? C'est pour te dire, même si nous voulons sortir du nucléaire, nous avons besoin des personnes qui comprennent le nucléaire. Ça, c'est un. Et deux, nous pensons, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que je ne pense pas qu'il faille même sortir du nucléaire parce que, vous savez, on montre toujours l'aspect positif et l'aspect négatif. Le nucléaire a ce problème que quand il y a un accident, même si c'est une fois en 100 ans, les conséquences sont désastreuses et ça impacte la mémoire. Comme un crash d'avion. Comme un crash d'avion. Et on ne renonce pas à l'aviation pour autant. Exactement. Vous savez, le risque se calcule F fois D. F, c'est la fréquence et D, c'est le damage. Donc, quand on calcule le risque associé à celui qui prend la moto tous les jours, c'est beaucoup plus élevé que le risque associé à celui qui prend l'avion. Parce que même si la fréquence de l'avion, c'est une fois par an, quand ça arrive, on voit il y a 100 morts, Claude. Pourtant, nous mourons 200, 300 par moteur sur la moto chaque année. Donc, je comprends que les risques effraient les personnes, mais le nucléaire, c'est vraiment celui qui peut nous sortir de la crise énergétique parce qu'il n'y a pas d'émission de CO2. Tout, c'est le CO2. Nous sommes en train de perdre la couche d'ozone. Si nous perdons la couche d'ozone, les conséquences pour l'atmosphère sont dramatiques. La couche d'ozone, on ne peut pas la recomposer. Il y a des choses qui sont unilatérales. Claude, il y a des choses qui sont des processus physiques qui sont irréversibles. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une autre couche d'ozone. D'en créer une. On n'a pas cette possibilité. Donc, nous voulons privilégier les sources d'énergie qui n'émettent pas de CO2. Ça, c'est fondamental. Et donc, il est possible de travailler sur un volet du nucléaire, même sur la fusion nucléaire, comme, entre guillemets, la reproduction du soleil sur Terre, sans émission de CO2. C'est ça la beauté de la fusion nucléaire. Il y a zéro émission de CO2, zéro émission. C'est pour ça que nous la préférons aux énergies renouvelables en général, parce que vous savez, les panneaux solaires, moi je suis ingénieur énergétique de formation, j'ai appris la technologie des panneaux solaires. Ils ont le problème qu'ils ne sont pas... C'est difficile de les utiliser de nuit, Claude. Tu dépenses beaucoup d'argent, tu installes le panneau solaire et puis dans la nuit, c'est difficile et on doit faire, il y a les caprices de la nature, l'éolienne et les panneaux solaires. S'il n'y a pas de soleil, tu ne produis pas. Donc, tu dois subir les caprices de la nature. Ça, c'est un. Et deux, ils occupent beaucoup d'espace pour produire peu d'énergie. Pourtant, nous, avec le soleil que nous voulons apporter sur Terre, on peut produire une quantité d'énergie pour l'humanité entière.
Le journaliste de Canal 2 n'avait pas exagéré. On veut alimenter l'humanité entière en énergie. Justement, et ça m'inspire une question intermédiaire parce qu'il faut quand même une source d'énergie colossale. Si on prend le soleil, il fait 15 000 degrés, dans le noyau solaire, à environ 6 000 degrés à la surface. C'est-à-dire, on réussit à vivre sur Terre seulement parce que, grâce à la couche d'atmosphère, grâce à la ceinture de Van Allen, les rayons ultraviolets sont bloqués, etc. Mais comment on va faire? On va pas, comment vous allez héberger ce soleil artificiel sur Terre? Vous allez créer la ceinture de Van Allen sur Terre? Comment? J'adore cette question. Ça, c'est une excellente question, Claude. Merci. Et justement, parce que c'est ça ma compétence. Ce que nous faisons, c'est, tu as si bien dit, il est très chaud ce soleil que nous voulons apporter sur Terre. Extrêmement chaud. Nous parlons de millions de degrés. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'il y avait un scientifique qui s'appelle Lorentz, qui avait découvert que les particules chaudes ont cette capacité de tourner dans un champ magnétique sans en sortir. Donc, ce que nous faisons, c'est vu qu'il n'y a pas de matériel pour contenir un mélange si chaud, nous les confinons dans un champ magnétique. Donc, justement, moi, mon travail, c'est les champs magnétiques pour les applications dans la fusion. Donc, nous avons un mélange qui est très chaud au milieu et nous avons créé un champ magnétique autour, de telle sorte que ces particules chaudes-là, ils sont confinés. Donc, quand vous allez voir ce soleil, quand il sera produit, vous penserez qu'il est en suspension. Pourtant, en réalité, il y aura un champ magnétique qui confine non seulement les particules, mais l'énergie des particules dans un volume bien spécifique. Très bonne question, Claude. Oui, c'est assez intéressant parce que en fait, quelqu'un a demandé tout à l'heure, ça me fait sourire, quelqu'un a demandé tout à l'heure, il a demandé, est-ce que c'est l'Atalako, comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire, est-ce que c'est les hommages rendus à outrance à quelqu'un, ou alors c'est quoi le but du live, est-ce qu'on prend la recherche, etc. Bon, comme je disais tout à l'heure, le soleil n'a pas d'ombre, et de la même manière que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au stade ont besoin de supporters malgré leur talent, de la même façon, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. Vous ne pouvez pas, d'un côté, fustiger le fait que les talents au Cameroun et en Afrique ne soient pas valorisés, et fustiger, en fait, que nous fassions le travail que le gouvernement ne fait pas, c'est-à-dire à quelqu'un qui a réussi à briller, nous disons, avant même de nous présenter le résultat de ta recherche, bravo, félicitations. Moi, c'est parce que dans un direct, par exemple, vous êtes 500 à regarder, que je me sens encouragé et en me disant, ce que je dis, ce n'est pas de la bêtise. Chacun doit travailler à se demander comment est-ce que je peux faire pour que aussi un grand nombre des gens autour de moi soient fiers de moi parce que je réalise, pas parce que je crée. On retient donc de ce que tu viens de dire que les avantages, le nucléaire, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas seulement la partie énergie. C'est-à-dire, Areva n'est pas seulement le département de l'énergie qui donne de l'électricité. Il y a la France et à d'autres pays. Le nucléaire, c'est aussi de manière générale, ça s'applique à environ approximativement tous les domaines de la société. C'est un peu comme le soleil lui-même, il a l'énergie, on soigne au rayon X, on soigne au laser, etc. Très bonne synthèse. On peut conserver de la nourriture avec le nucléaire, on peut soigner des cancers avec le nucléaire. Et il faut savoir, quand vous partez pour faire des radiographies à l'hôpital, vous vous êtes cassé le pied, il faut des ingénieurs nucléaires qui font un monitorage de combien de radiations par année, parce qu'il y a un seuil que si vous dépassez, vous pourrez développer des cancers. Il faut appliquer le nucléaire à ça parce qu'on vous injecte des radiations toutes les fois pour regarder si votre os est cassé, mais on ne compte pas ce nombre de radiations-là qui, en s'accumulant dans la nuit, peuvent vous donner des cancers. Tout ça, ce sont des applications du nucléaire. Vous faites dans l'agronomie, vous ne voulez pas utiliser les pesticides chimiques. Il y a des techniques nucléaires pour conserver des aliments. Le nucléaire est large. C'est vrai que l'application énergétique est la plus fascinante parce que l'énergie, c'est le moteur de la vie. Mais le nucléaire, c'est beaucoup plus. Ouais, vas-y. Ouais, et moi j'en suis l'exemple même dans le sens où j'avais commencé dans la médecine parce que j'étais intéressé à soigner les cancers à l'époque, Claude. J'étais fasciné par ça. Et donc moi j'ai commencé par l'application médicale du nucléaire avant qu'après j'étais intéressé par ce déficit énergétique et je voulais donner ma contribution. Moi je vais vous dire un truc qui est intéressant. Quand je suis arrivé à la General Atomics aux États-Unis, j'ai donné mon passeport à l'entrée, à la mairie pour recevoir mon badge. Quand je donne, ils prennent mon nom, ils disent « Ok, Cameroun ». Ils sont partis sur l'ordinateur, ils tapent Cameroun parce que quand une nouvelle personne arrive, on tape le nom et ensuite on veut lui associer le pays. Il n'y avait pas le Cameroun sur la liste des pays, vous vous rendez compte? Il n'y avait pas le Cameroun sur la liste des pays présents dans le nucléaire. Des pays présents à General Atomics.
tout court. Donc, c'était la toute première fois qu'ils ont mis le nom d'un Camerounais à la General Atomics pour entrer. Et ce sont des trucs qui marquent. Tu comprends que tu ne peux pas aller là-bas pour faire ta thèse et après partir. Tu comprends que tu dois laisser l'empreinte de ton pays. Tu comprends que tu dois, pour la première fois que le Cameroun est arrivé, il faut que le Cameroun soit valablement représenté. Quand ils m'ont invité aux conférences aux États-Unis, moi je suis allé en Tchaka, les Tchaka. Les Tchaka, quand on va au marché de Bafoussam là, parce que ce n'est pas, je n'y allais pas pour moi. Pour ceux qui ne sont pas camerounais parmi nous, les Tchaka, ce sont des chaussures en plastique qui montrent que vous êtes pauvre. Voilà. Ce sont ces chaussures-là que je portais pendant les conférences pour montrer je ne suis pas là-bas pour moi, je suis là-bas pour nous tous, pour ce peuple qui nous regarde, pour ces enfants qui nous regardent et veulent rêver. Je suis là-bas pour les mamans célibataires comme la mienne qui au Cameroun se battent et ne voient pas de lumière au bout du tunnel. Je suis là-bas pour tous nos frères qui sont couchés au nord et qui sont en train de lutter et qui perdent leur vie. Eux, ils luttent avec les armes, nous luttons avec le bic. Mais nous avons tous le même objectif, c'est la gloire de notre pays, c'est de faire rêver les jeunes générations. Ça, c'est important. Et c'est drôle, les gens se demandent pourquoi on t'adresse des félicitations, etc. Bon, avant de passer, parce que ça va leur faire énormément plaisir que tu répondes à leurs questions directement, on va essayer de faire, on va essayer de faire un peu de la géopolitique nucléaire, si tu veux. C'est-à-dire, l'Afrique va se développer par la somme de ses talents. Moi, je suis politologue, toi, tu es physicien. On va essayer de cumuler les deux pour voir la présence de l'Afrique un peu à travers le monde. Tu as présenté le nucléaire dans un domaine large, médical et tout dans les domaines d'application de la vie. Maintenant, la question est-ce que tu serais présent, c'est-à-dire si d'ordinaire l'Afrique décide, ton pays, le Cameroun, décide de créer la bombe atomique à l'instar de la Corée du Nord, est-ce que tu accepterais de t'y impliquer? Quand on pense par exemple à un pays comme l'Afrique du Sud, on sait que dans les années 83-85, l'Afrique du Sud avait commencé à développer 5, 6, 7 têtes nucléaires où certaines atteignaient 15 à 20 kilotonnes, c'est-à-dire l'équivalent de la bombe d'Hiroshima. Et lorsque le régime de l'apartheid a pris fin et que Frédéric de Clercq est venu, quand on a senti que les Noirs, on va caricaturer comme ça, que les Noirs prenaient le pouvoir parce que Mandela viendra 2 ans plus tard, on a commencé à démanteler peu à peu l'arsenal nucléaire sud-africain. Est-ce que tu considères que c'était justement dans le bureau de Donc, mon point de vue par rapport, c'est que si la France a le droit d'avoir une arme de dissuasion, le Cameroun a le droit. Je n'arrive pas à réaliser qu'il y a certains pays qui auraient le droit et d'autres qui n'en auraient pas. Il n'y a pas de raison pour laquelle. Ce qui fait que si on veut commencer un programme nucléaire camerounais, parce que des autres ont des programmes nucléaires, et si notre programme nucléaire peut nous aider à nous faire respecter, moi je pourrais m'impliquer dans le développement du programme nucléaire camerounais. Absolument. Parce que soit nous l'avons tous, soit personne ne l'a. Je veux dire, c'est une chose qui est claire, c'est que la France ne peut pas augmenter les États-Unis. C'est surtout, quand on parle d'armes nucléaires, c'est plus États-Unis et Russie. Et la Russie un peu plus que les États-Unis. Mais le point, c'est si soit on ne l'a pas, soit on les démantèle, soit les autres peuvent l'avoir. Parce que vous ne pouvez pas être en train de dire, OK, vous savez, vous ne devez pas l'avoir et nous, on continue de développer les nôtres. Là, il y a problème. Moi, pour dire vrai, je serais pour que personne ne l'ait. Oui. Claude, je serais pour que personne ne l'ait. Mais vu que ceux qui l'ont dictent leur loi à ceux qui ne l'ont pas, pourquoi ne pas suivre la Corée du Nord? En effet, parce que, en fait, c'est intéressant. Quand tu as parlé de la France, etc. Lorsqu'ils ont fait dans les années 95 leurs derniers essais, gerboise rouge, gerboise bleue et tout, à la fin, on a créé une sorte de comité international contre l'énergie nucléaire. C'est assez malin. C'est-à-dire, nous développons l'arme nucléaire dernier cri, et à partir de ce moment, on dit voilà, stop à l'arme nucléaire, les autres ne doivent pas l'avoir. On peut donc compter sur toi en tant que Camerounais pour l'investissement dans le nucléaire. Ok, avant qu'on passe à la phase question, qu'est-ce que tu peux dire en résumé de cette première partie que nous venons d'avoir, ce premier échange, résumer en quelque sorte la théorie, revenir un peu brièvement sur la fusion, la fission, et on ouvrira la tribune aux autres. Ok. Donc en résumé, je suis Arsène, passionné de sciences nucléaires. La science nucléaire est vaste.
ma théorie concerne l'application énergétique des sciences nucléaires, mais il y a d'autres applications, les applications médicales dans la santé, les applications dans l'agronomie, les applications dans la construction des armes de dissuasion massive, bombes à fission, bombes à fusion. Mais l'application énergétique, c'est une application qui est nécessaire. Le mot nécessaire est important parce que ce n'est pas la physique pour la physique. C'est une physique que nous faisons pour que demain, les personnes aient l'électricité à la maison pendant qu'ils sont en train de manger leur repas. Donc, l'application énergétique, en particulier la fusion, est une application nécessaire. Et le monde n'avait jamais réalisé la fusion nucléaire sur Terre. Le monde n'a jamais, aucun scientifique n'a jamais pu copier le Soleil sur Terre. Et c'est dans cette recherche-là que je me suis lancé pour réaliser mon rêve de gamin. Et dans cette recherche-là, j'ai eu l'honneur, je suis très honoré, de développer cet algorithme pour contrôler les courants autogénérés et pour dévier cette turbulence-là qui permettrait à avoir le soleil sur Terre plus rapidement que ce que l'on pensait. On pensait à 2030, d'ici 2025, on envisageait déjà, vous voyez, on a gagné des années seulement parce qu'on a compris la physique de cette turbulence. Et donc c'est ça, c'est une science pas pour la science, c'est une science pour préserver notre couche d'ozone et pour offrir de l'électricité à nos familles. Voilà. Donc, si vous êtes un tant soit peu persuadé que l'Afrique a des problèmes, que l'Afrique a des difficultés, que l'Afrique a tel ou tel manquement, ne vous contentez pas à critiquer vos dirigeants, vos gouvernements sur Facebook. Posez-vous la question, quels sont mes talents et en quoi est-ce que je peux participer, moi, à mon échelle, pour justement porter une réponse aux problèmes qu'il y a en... Je vais préfère lire les questions et te les donner parce que pour ne pas tricher, tu risques de sélectionner les questions qui t'arrangent. On va donc dans un souci d'objectivité plutôt lire les questions. Alors, il y a une intervention de Steve Simo qui dit « Ma question est de savoir quels sont les inconvénients à long terme, car de même qu'il y a eu des avantages, il y a des inconvénients, et quelles seront les solutions pour pallier ces inconvénients ?» Bon, je ne sais pas si tu considères y avoir déjà répondu ou tu veux revenir. Oui, mais je peux revenir très rapidement. Les conséquences à long terme, ce sont des catastrophes qui peuvent arriver, les catastrophes nucléaires qui arrivent à la suite des catastrophes naturelles. Ça, c'est important à préciser. Le plus souvent, ce sont des catastrophes naturelles qui font que la centrale pète un câble, comme on dit, et on arrive à une catastrophe nucléaire comme ce qui s'est passé à Fukushima. Et je suis d'accord, quand on a ce type de catastrophe-là, les conséquences, c'est que des populations vont développer des formes de cancer. C'est ce qu'on observe toujours à Nagasaki ou à Hiroshima aujourd'hui. Donc, une solution probable serait de travailler sur la sécurité des centrales. On pourrait optimiser. Plus nous sommes compétents, plus nous avons des centrales sûres. Vous savez, le risque est associé à toutes les activités humaines. Ce qu'on fait, c'est qu'on minimise le risque. On ne peut pas vous garantir le risque zéro, mais on va travailler dur pour minimiser le risque. Ça, c'est une possible solution. Et Fabanor Batouan dit, il n'est pas d'accord. Dis-moi, au Cameroun, où aurait-il, où est-ce qu'il y aurait la possibilité de développer ce potentiel? Il s'appelle comment? Il s'appelle Fabanor Batouan. Ok. Bonjour Fabanor. Déjà être professeur de physique au Cameroun, je pense qu'on a des universités. J'ai dit, j'ai fait 2 ans à l'université de Tchang. Et si sincèrement, j'avais eu devant moi un professeur qui m'expliquait, il y a des professeurs brillants, hein, je n'exclus pas. Mais je vais dire ça, j'aurais plus rêvé si j'avais eu un professeur qui m'expliquait la fusion nucléaire à l'époque et qui voulait que le Cameroun participe à ce grand projet de réaliser le soleil sur Terre. Ce qui fait qu'au Cameroun, une activité pourrait être d'être professeur de physique. Comme ça, les jeunes générations dans 50 ans peuvent nous construire cette machine, Claude. Ce n'est pas possible. C'est possible, non? Justement, c'est l'heure est à l'optimisme. Il ne faut pas dire voici les difficultés qu'il y a et voici la raison pour laquelle ça ne va pas marcher. Utilisons plutôt notre cerveau à dire comment, malgré les difficultés, on peut trouver des voies de contournement pour que ça marche. C'est pour ça que j'aime bien, quand tu es aux États-Unis, j'ai l'habitude les gens sont surpris, on nous traite d'anti-occidentaux, etc. Et après, on est surpris que nous nous servons même parfois de la mentalité de ces occidentaux-là pour progresser. Quand Kennedy disait sur le voyage sur la Lune, we chose to do those things not because they are easy, but because they are hard. L'Africain doit donc développer cette mentalité-là, à se dire, c'est même parce que c'est dur et que personne n'a jamais fait que moi, je veux faire ça. C'est comme ça qu'on entre dans l'histoire et non en se disant, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais prendre une question suivante. Elle est de Gérard Lefebvre qui dit, pour gérer toutes les applications nucléaires, en tout cas les plus importantes dans son pays, faudrait-il que ses dirigeants soient compétents?
est-ce qu'on a besoin de dire, est-ce que le physicien est indépendant de la politique ou bien est-ce qu'il faut déjà que la politique soit au niveau pour développer, pour vraiment mener à terme ses recherches? Ouais, il faut les deux. Très, très, très belle question, Gérard. Il faut les deux, non, Claude. Il faut les deux. Il faut que la politique soit, nous soutiennent et il faut que les scientifiques soient compétents. Il faut un bon mélange des deux. Vous savez, on ne développe pas un côté. Il faut le développement, c'est tous ensemble, n'est-ce pas? Surtout quand on parle du programme nucléaire, vous savez, il y a beaucoup d'éthique, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup on aurait vraiment besoin que même le gouvernement en place, que nos dirigeants s'imprègnent. Pas s'imprégner, c'est s'imprégner de la mentalité, hein, de cette mentalité de audacieuse, de cette mentalité de vouloir bien faire, de cette mentalité de vouloir faire sur le long terme. Quand on parle de s'imprégner, on parle d'imprégner la vision, cette vision de vouloir faire les choses mieux qu'avant, cette vision de vouloir laisser un meilleur héritage à ceux qui nous suivent. Donc nous avons besoin de tout le monde et aussi des politiques, bien sûr. Vision progressiste. Alors, c'est ça, Alpha Konaté dit salut. Est-ce que vous conviendriez avec moi que l'Europe est aujourd'hui en danger pour la gestion des déchets nucléaires, des déchets radioactifs non nucléaires? On sait que la France a une stratégie un peu bizarre. Ils enterrent sous l'autoroute. Ils font semblant d'être sains dans le domaine nucléaire, etc. Or, ils sont en train de s'autodétruire, d'où les gros cas de cancer qu'on a ces derniers temps dans le pays. C'est une belle observation. Il est très informé, j'apprécie. Mais ce que je peux lui dire, c'est qu'ils sont dans ce problème aujourd'hui par une faute qu'ils ont commise il y a des années. Vous savez, les conséquences nous suivent toujours. C'était un défaut ils ont mal projeté il y a quelques années et aujourd'hui on se retrouve à ce point. Absolument raison. Ils ont ce souci des déchets radioactifs qui sont des choses, on ne sait pas comment faire vraiment. C'est un véritable problème. On ne sait pas. Souvent on enterre, souvent on brûle. Mais je veux juste dire au frère qui a posé une très belle question que nous sommes en train, la communauté scientifique est en train de résoudre ce problème. Nous avons trouvé un nouveau moyen de brûler les déchets, entre guillemets. On s'est rendu compte que ces déchets-là, on pouvait les faire fusionner encore, brûler dans un nouveau réacteur pour reproduire de l'énergie. Et ça, c'est le bout du tunnel dans le domaine des déchets radioactifs. Donc voilà, le cher frère Alpha Konaté, étant donné que j'espère niveau la qualité sont assez audible parce que quelqu'un disait tout à l'heure que ça bug. De toute façon, le direct étant présent sur le mur, vous pouvez, quand vous aurez le temps, réécouter et bien assimiler les réponses qu'il a données aux questions. On essaye de faire participer le plus grand nombre possible et voilà, parce qu'il ne sera pas avec nous tous les jours. Faut profiter d'un lingot d'or quand on entre les mains. Et voilà. C'est moi qui profite du lingot d'or dans ce cas. Et le vendre rapidement au marché noir. Donc, Fernand donc on demande, mais l'énergie renouvelable est de plus en plus répandue. Quelle est ta vision vis-à-vis du phénomène nucléaire? Bon, je crois que c'est une question sur laquelle tu peux revenir. Bon, alors, tu parles beaucoup de production et pas de recyclage. La boucle n'est pas bouclée. Qu'en est-il des déchets nucléaires? Attention, mais ça c'est justement, attention, la fusion nucléaire n'émet pas de déchets. C'est comme ça qu'il s'appelle. Raoul, la fusion nucléaire n'émet pas de déchets. La fission, je vais expliquer ce qui se passe. Quand on parle de fission nucléaire, tu as un gros noyau. C'est de l'uranium ou c'est du plutonium. Tu le bombardes avec un petit neutron. Il y a division de ce gros noyau. La division avec l'énergie de masse, E égale à mc carré, tu as production de l'énergie. Mais regarde que tu as les deux parties qui ont fusionné. Et c'est ça qu'on appelle les déchets radioactifs. La fusion n'en a pas. Dans notre projet, on a deux petits, un peu d'hydrogène, un peu d'hélium. Quand on fait la fusion, ils deviennent un. Il n'y a pas de déchets radioactifs dans la fusion nucléaire. Ça, c'est super important parce que c'est pour ça que c'est un projet révolutionnaire. C'est pour ça que nous le voyons comme le sauveur. Pas d'émissions de CO2, pas de déchets radioactifs. La boucle est bouclée justement parce que deux noyaux fusionnent et nous avons un noyau. Il n'y a pas de déchets radioactifs. Et il y a une question qui va un peu dans la même lignée de Max Joll, Loche Max, enfin, il a fait du verlan avec son nom. Il dit, salut, une énergie pareille aux mains des hommes, est-ce que c'est une bonne idée? Exemple, bombe nucléaire, parce que même E égale à mc carré, c'est justement la formule de la fusion nucléaire. Quand on s'est rendu compte que la perte de masse de seulement 1 gramme de matière peut générer une énergie incommensurable, on a utilisé Harry Truman pour bombarder Hiroshima, Nagasaki, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'avec un soleil, carrément, c'est-à-dire
un élément qui va dans le million de Kelvin présent sur Terre, entre les mains des humains, est-ce qu'il n'y a pas de risque que ça débouche encore sur la sorcellerie qu'on a eue en 1945? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on parle de énergétique, tic avec H, énergie et éthique. Il faut combiner les deux. Donc, le policier qui a une arme à la main, il y a le risque. Celui qui gère, vous savez, il y a des accélérateurs de particules ici à côté en Suisse qui pourraient causer des trous noirs dans lesquels la Suisse et l'Allemagne pourraient être absorbés pour rendre compte l'annihilation. Donc, tu pourrais te lever, Claude, un matin ici à Francfort et tu as été annihilé dans un trou noir. S'il y a eu une erreur... Prends l'exemple de quelqu'un d'autre. S'il y a eu une erreur au sein ici à côté, bien sûr qu'il y a ce risque. C'est pour ça qu'il faut combiner l'énergie et l'éthique. Moi, je ne suis pas le scientifique qui fait les calculs et envoie les papiers. Moi, je développe une éthique. Moi, je développe aussi une vision et j'encourage les autres scientifiques à en faire autant pour que lorsqu'on aura cette bombe, entre guillemets, entre mains, nous l'utilisons pour aider les autres. Énergétique et éthique, c'est le mot à souligner, à écrire en toutes lettres. Il y a souligné énergie et énergétique, il y a l'énergie, il y a l'éthique. Donc, en créant l'énergie, on va veiller à ce qu'il y ait une éthique. On va, voilà. Donc, en tout cas, nous sommes optimistes que l'application de cet élément ne sera que pour parce que de toute façon, nous en avons besoin, cette électricité, cette énergie. Et s'il faut la créer pour tout le monde, pour tout le continent, la rationalité, que ce soit avec les moyens les moins polluants, les moins destructeurs possibles. Exactement. Voilà. En parlant de fusion, tu parles de fusion froide. Actuellement, il y a une centrale de ce type en construction en France. Et Ismaël Tepi qui le demande, je crois que c'est un physicien qui s'y connaît. Bravo Tepi, je parle de la fusion chaude, pas de la fusion froide. Le prix Nobel de physique italien Carlo Rubbia avait démontré que la fusion froide, on attendrait trop longtemps à cause de beaucoup d'inconvénients. Par contre, la fusion chaude, quand on parle de chaude, on parle de l'énergie de l'ordre de millions de degrés. On parle de 100 millions de degrés dans le centre et quelques 42 000 à la surface. Donc, nous parlons de la fusion chaude dans ce cas. C'est pour ça qu'elle n'a jamais été réalisée. Quand on parle d'innover, jamais essayé à l'époque. On n'a jamais fait ça. C'est la toute première fois que nous recopions le soleil sur la Terre. La phrase est forte. Nous recopions le soleil sur la Terre. C'est ce qu'on appelle, c'est un peu comme le premier homme sur la Lune. Bon, même si les hommes n'y croient pas, c'était la première démonstration contre les dieux. Et maintenant, faire descendre le soleil sur Terre, c'est la sécession, en fait. On veut se séparer. C'est la révolte. Les humains veulent prendre la place des dieux. Et bon, il y a une question assez intéressante. Il faut que je la retrouve. Elle vient une autre question. Elle vient de Brise. Elle demande, un pays comme le Cameroun peut-il supporter les coûts financiers d'un tel projet? Est-ce qu'il est financièrement à notre portée? Et je trouve la question intéressante. Quand on dit que pour seulement le démantèlement de Fukushima, Shinzo Abe a déboursé déjà 195 milliards d'euros, c'est 2 fois le prix, le produit intérieur brut de toute l'Afrique centrale, tous les pays de la zone franc. Ouais. Est-ce qu'un pays maintenant peut y arriver? Ça, c'est une excellente question. Je vais juste préciser, c'est un camarade de classe, Brinsa, on a fait terminal C au lycée bilingue de Bafoussam. Mais ce que je vais lui dire qui est intéressant, c'est que ce qui se passe en science, qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres domaines, c'est que plus on connaît, moins ça coûte cher, Brice. Plus on connaît, moins ça coûte cher. Il y a 15 ans, les panneaux solaires à Douala, même le plus riche du Cameroun ne pouvait pas se le permettre. Si on forme des personnes compétentes, les choses sont chères parce que la technologie n'est pas maîtrisée, parce que le matériel est cher, parce que si nous avons des personnes compétentes, ils vont baisser le coût de la technologie. Ça, c'est la nuance. Pour le moment, ce n'est pas supportable. Si nous formons de braves personnes à l'école polytechnique de Yaoundé, à l'université de Ngouaekele, qui vont pouvoir rendre cette technologie touchable, même les coûts vont diminuer. J'espère que ça, je ne sais pas si ça c'est clair, parce que ça c'est très important. Que ce soit pour les énergies renouvelables, que ce soit pour l'énergie de la fusion, c'est cher parce que nous ne domptons pas la technologie. Plus nous la comprenons, moins ça devient, moins c'est cher. Voilà. Et Adèle, c'est intéressant. C'est-à-dire, plus ça se démocratise, plus ça se banalise, moins c'est cher. C'est un aspect. En fait, il y a beaucoup de subtilités dans ces choses que nous ne voyons même pas. Ça ne devient pas plus cher à mesure que ça progresse, bien au contraire. Donc, tu es d'avis qu'un pays comme le Cameroun, déjà même de manière unilatérale, en investissant énormément dans les coûts, pourrait y arriver. Absolument. La Corée du Nord n'est pas largement plus riche que nous.
Ouais, c'est vrai, quand on parle de la Corée du Nord, le fait qu'ils aient survolé l'île d'Hokkaido, un puissant pays comme le Japon, avec leur tête nucléaire, c'est quelque chose. Exactement, ils ont fait des tests, ils continuent d'en faire, ils ont un programme un programme nucléaire important, ils ont des scientifiques qui s'y donnent, et c'est l'audace, Brice, c'est l'audace qui compte. Et vous savez que Kim Jong-un est le président le plus peureux de la Terre. Donc, alors, Adèle Frédéric Andong demande, êtes-vous nombreux en Afrique dans ce domaine? C'est votre projet, il y a long terme. Est-ce qu'il y a beaucoup de fortes têtes comme toi? Ou de génies, même comme ça rend des gens jaloux que je t'appelle génie? Bon, je pense que nous sommes tous des génies, non? Mais si on compare, comme Einstein avait dit, le poisson a son habilité à grimper l'arbre, il sera vu comme un idiot. Je pense qu'il y a beaucoup, je vous assure, les Camerounais ont une énergie positive, les Camerounais ont un potentiel intellectuel qui m'impressionne, les Africains même en général, ce qui fait que je suis très optimiste pour le futur. Cependant, je veux préciser que dans le domaine spécifique de la physique nucléaire, les Camerounais, même s'ils sont très intelligents, les Africains, même si je ne doute pas de leur potentiel intellectuel, n'ont pas souvent eu la volonté de s'y aventurer. J'ai cherché les papiers, j'ai cherché les articles, j'ai voulu trouver des compatriotes, j'ai voulu trouver des frères de l'Afrique, et c'est un domaine qui ne... C'est le domaine, en fait, dans ce cas. Dans la physique nucléaire, malheureusement, les Africains ne s'aventurent pas pour des raisons que l'on peut débattre. Bon, une question de Françoise Falleux, là, c'est un peu compliqué parce que ça inclut justement les enjeux géostratégiques réels. Elle dit, parler d'éthique dans un tel projet, c'est presque oublier le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, on aimerait bien, il y a la volonté, mais il y a... Et à ce niveau, on peut s'étendre, je veux dire. Quand elle le dit, je pense un peu à tous ces pays-là qui investissent. Il y a des pays comme le Japon, Israël, la Corée du Sud. Je crois la Corée du Sud, Israël, c'est les deux pays au monde qui investissent le plus dans l'énergie, recherche et développement, à près de 4% de leur budget. Ensuite, il y a le Japon, l'Allemagne, viennent après la France, les États-Unis, etc. C'est énorme. Et on sait, c'est-à-dire les investissements, ça se voit dans la présence de ces pays-là à travers le monde. Ils déterminent le chaud et le froid. C'est-à-dire, ils n'en parlent pas, parce que voilà, ils ont la puissance, ils ont, etc. Donc, quand ces pays-là investissent pour être puissants et dominer le monde et écraser les autres, est-ce que, je me dis que c'est ce que François Salles pense en disant, est-ce que ce n'est pas naïf, cette approche de penser que bon, nous, avec nos bonnes intentions, on va réussir à s'imposer? Ouais, ça c'est une très belle question. Très belle question. Pour y répondre, je vais juste lui dire, il y a des enjeux. Moi aussi, j'ai longtemps pensé comme ça, mais je pense qu'il y a des enjeux qui dépassent, comment dire, il y a des enjeux plus importants que les petites. Quand on parle de l'année 2050, avec une hypothétique disparition de l'ozone, avec une hypothétique crise alimentaire, avec une hypothétique crise énergétique, je pense qu'il y a des enjeux qui nous touchent au plus profond et qui, indépendamment de je suis la Palestine, tu es Israël, on comprend. Je veux dire, si la couche d'ozone disparaît demain, nous mourrons tous les deux calcinés. Je veux dire, quand tu es en guerre, quand tu avais l'ennemi, si vous avez un ennemi plus fort, tu t'allies avec l'ennemi et pour en finir d'abord avec l'ennemi qui veut en finir avec vous deux, n'est-ce pas? Donc, je pense que les enjeux ici sont planétaires. Je pense que les enjeux, c'est quand tu penses, je veux dire, réfléchissez à l'année 2050, s'il vous plaît. Pensez à Douala. Quand on vous dit que l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050, regardez Douala, regardez la densité de population. Imaginez de multiplier cette population par 2 en 2050, toujours au même endroit. Vous comprenez que c'est une année qui fait peur. Donc la bonne volonté dans ce cas-ci, c'est pour essayer de nous sauver, nous tous d'abord, de cette crise, de nous sauver, nous tous, de ce problème énergétique. Vous voyez? Oui, je t'écoute, je suis en train de programmer les questions suivantes. Donc, c'est ce que je vais dire aux frères, c'est qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants que... ce n'est pas de la naïveté ce que nous faisons, c'est que nous sommes véritablement conscients que l'année 2050 est une année où nous risquons le pire. Et pour cela, nous devons nous tenir la main. Donc, Ismaël Tepi, bon, il a déjà posé une question tout à l'heure. Je vais d'abord privilégier les autres qui n'ont pas encore posé. Avec 32 gigas égale à 500 gigas, cela va être très très chaud, les gars. Bon, en tout cas, ça c'était un peu pour la note d'humour. Géraldine Chekan me demande, je veux savoir si le danger est pour nous les Africains ou pourrons-nous informer? Bon, je n'ai pas très bien compris la question, mais en attendant, il y a quand même quelque chose qui me taraude à l'esprit. Je veux dire,
Le soleil n'est pas très loin. Il est à 150 millions de kilomètres d'ici. Et on sent déjà quand même, je veux dire, les températures avoisinent parfois 50 degrés dans les régions septentrionales de nos pays. Est-ce que déjà, avec un tel côté, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce que à partir de là où se trouve le soleil, qui est certes loin, mais pas si loin que ça, est-ce qu'on ne peut pas déjà réaliser avec ce soleil-là ce que vous voulez réaliser avec le soleil que vous amenez sur Terre? Est-ce qu'on a besoin de le recréer ici, vu qu'il est quasiment omniprésent? Est-ce que ce n'est pas moins coûteux, moins énergie, moins pénible de déjà utiliser cette énorme boule de plasma qui est au-dessus de nous? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec les panneaux solaires. Même avec l'éolienne, vous savez, c'est le soleil qui est à l'origine du mouvement des vents et tout. Donc, d'une certaine manière, on est déjà en train d'utiliser le soleil qui est loin. Mais nous avons besoin de le recréer parce que nous voulons utiliser l'énergie qui est dans son centre. En fait, c'est la grande différence. Cette fois-ci, nous voulons une énergie qui va alimenter, nous parlons d'alimenter l'humanité, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc nous voulons utiliser l'énergie à peine, donc juste au moment où il y a eu la fusion nucléaire, l'énergie qui est directement relâchée après la fusion, c'est ça que nous voulons utiliser. Vous voyez un peu la nuance, non? Parce que lorsqu'il y a fusion nucléaire, nous prenons directement cette énergie-là dans le centre de notre nouveau soleil et c'est ça que nous faisons suivre dans les turbines. Par contre, pour l'instant, ce que nous faisons quand il est loin, il y a fusion et il y a ce qu'on appelle rayonnement. Et quand le rayonnement arrive ici, c'est lui que nous essayons de capter, soit dans les panneaux solaires. D'accord. Mais en fait, c'est parce qu'on se dit qu'il est très dense. Si la couche atmosphérique, Van Allen et consorts est là pour bloquer ces rayons, c'est parce que déjà, sans notre petite protection, les rayons qui nous arrivent seraient déjà mortels. On mourrait instantanément. Donc, malgré ça, la puissance n'est pas... En fait, vous voulez vraiment la puissance comme celle qu'il y a à la surface de l'étoile. Exactement. Comme celle qu'il y a exactement à la surface de l'étoile. Parce que nous voulons une grande densité d'énergie. Nous voulons alimenter. C'est une énergie, cette fois-ci, c'est pour tout le monde. Nous essayons de créer quelque chose qui aura une... Quand on parle de densité d'énergie, c'est tout le continent, un soleil qui peut alimenter tout le monde. C'est ce type de projet. Alors, Franck B demande, salut, j'aimerais savoir les méthodes et stratégies d'études que notre frère a adoptées pour arriver à ce niveau et ses idées pour mieux aider les génies qui sont perdus dans notre système éducatif. C'est un compliment. Merci beaucoup, mon frère. Je suis très touché. Merci pour ces belles paroles. Stratégie d'études. Je pense y étudier comme beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas? Beaucoup d'abnégation, beaucoup de passion, Dans ce domaine spécifique, c'est pas tâtonner est difficile. Il faut beaucoup de passion. Il faut adorer ce que tu fais. Il faut aimer la physique. Quand tu dors, tu dois rêver physique. Quand tu dors, vous savez, j'étudiais à un moment, la vie. Vous savez, la vie de Einstein, la vie de Isaac Newton, parce que tu es plongé dans le domaine. Tu comprends la philosophie qui les a amenés à faire les découvertes et tu vis ta passion au plus profond. Donc, c'est vivre intensément cette passion et avec tout l'amour possible et le travail qui m'a permis d'avancer. Et ça ne veut pas dire qu'on va, parce que l'Africain a la mauvaise habitude de penser que lorsque tu es impliqué dans un projet, on va te tuer, on va t'assassiner. Même à l'époque de Copernic, de Galilée, où c'était compliqué, on exécutait en masse, Newton a quand même vécu 84 ans. Ouais. Il a eu le temps de tout détailler, etc. Donc, mettez un peu le pessimisme au banc de touche. La raison pour laquelle, c'est-à-dire, même l'ordinateur sur lequel, dont nous nous servons pour faire ce direct, c'est parce que quelqu'un est été fou de dire, voilà, je vais condenser les informations dans une boîte qui va permettre aux gens d'interagir à 40 000 kilomètres de circonférence, si on prend la Terre dans sa globalité. Stéphane Chua Ngacho dit, lorsque tu parles de recréer le soleil, pouvons-nous faire le parallèle avec les têtes nucléaires? Je veux dire, est-ce qu'il y aura un seul soleil où chaque pays capable pourra en recréer le sien? Ouais, ça c'est très intéressant. Ça c'est une excellente question. Ouais, c'est Stéphane. C'est Stéphane Chua Ngacho. Merci Stéphane pour cette belle question. Mais quand je parlais de densité d'énergie tout à l'heure, je ne pense pas qu'il ne faudra pas que tous les pays le recréent. C'est un projet. On pourrait faire un pour l'Afrique, Claude. Donc, quand tu vois la densité d'énergie qui pourrait être utilisée, ce n'est pas un projet, c'est un projet planétaire en fait. Ce n'est pas un projet au niveau de la ville, de la localité ou du pays. C'est un projet planétaire cette fois-ci. Sidik Sango, même le Pakistan ayant obtenu son indépendance après les pays africains a sa bombe nucléaire. Malgré les djihadistes omniprésents dans ce pays, pourquoi d'accord avec
séparé du Pakistan, a même développé en 47 sa bombe avant la séparation, etc. Bref, en tout cas, moi, je suis d'avis avec toi. C'est une simple question de logique. Si j'ai la bombe nucléaire, je ne peux pas empêcher les autres d'en avoir une. D'autant plus que les États-Unis, je sais pas, ils ont carrément colonisé le Chili. Dans le désert de l'Atacama, ils font des essais non seulement pour l'espace, non seulement pour le nucléaire, etc. Dont nous aussi, l'Afrique. C'est pas le désert qui manque chez nous pour faire les essais. On n'aura pas besoin d'aller survoler au pays comme Kim Jong-un, etc. Salut frère, c'est Demichelis Ib qui demande comment sont formés les trous noirs et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. C'est une question de très haut niveau. C'est pour les initiés, ça. Bonjour Demichelis, merci pour cette question qui est difficile par ailleurs. Je vais essayer de répondre en termes simples pour tout le monde. Donc, en physique, il y a un phénomène qui s'appelle l'annihilation. C'est-à-dire, tu as la matière et tu as l'antimatière. Quand les deux se rencontrent, il y a annihilation, donc il n'y a rien. Donc, tu as l'électron et tu as le positron. L'électron, c'est E+, E-, et le positron, c'est le contraire de l'électron. Donc, la matière et ce qui n'est pas la matière. Et lorsque tu les rencontres, il y a annihilation et il n'y a rien. Et c'est ça qui est un trou noir. Donc, ce que tu peux faire pour créer, non pas tu peux faire, ce que l'on peut faire pour créer un trou noir, c'est aller dans des accélérateurs de particules. Tu accélères un électron parce que tu sais qu'un champ électrique est capable d'accélérer une particule chargée, en l'occurrence un électron. Tu l'accélères jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse, comme ce qui se passe au CERN ici à Genève. Lorsqu'il atteint une vitesse qui te satisfait, tu le fais rencontrer son antimatière. Et quand il rencontre son antimatière, directement, il y a annihilation et il y a formation du trou noir. C'est une question intéressante parce que même quand tu regardes comment le monde s'est créé, la théorie du Big Bang, etc., c'est exactement ce processus physique qui était le contraire dans ce cas-là. On est quitté de juste de l'énergie à tout ce que tu vois. C'est ça qu'on appelle le Big Bang. Et dans ce cas-ci, pour le trou noir, on quitte de ce qu'on voit à juste de l'énergie sans matière. Et c'est ça qui est le trou noir. Donc le trou noir, mais pas un trou, parce que en astronomie on dit, oui, ça m'a toujours intrigué parce que en astronomie on dit il y a un trou noir super massif au centre de notre galaxie, et du coup je m'interroge comment un trou noir peut avoir la masse, on l'évalue même à 200 à 300 masses solaires, autour duquel gravitent, au centre de la galaxie, autour duquel gravitent les étoiles qu'il y a autour, les bras spiraux, etc. Mais comment lui il s'est formé? Parce que la description que tu dis parle d'accélération, mais les astronomes dans le domaine cosmique disent plutôt bon, une étoile après qu'elle explose en supernova, elle se transforme en naine blanche et au terme de plusieurs processus, on aboutit au trou noir, etc. Et est-ce que le processus est le même? Processus est le même, mais là-bas c'est à l'échelle macroscopique. Au niveau, ça c'était la base, je veux dire, ça c'était un électron, un positron, et ça c'était vraiment l'échelle la plus microscopique qui puisait. En astronomie, on parle de la formation des trous noirs à l'échelle macroscopique en fonction de planètes, en fonction exactement le processus que tu as décrit. Et après, il y a toujours cette rencontre avec son antimatière, mais à l'échelle macroscopique toujours, mais le phénomène est égal. Et quand on parle de masse là-bas, c'est pour évaluer un peu le volume qu'il occupe. En fait, quand on parle c'est pour évaluer le volume qu'il occupe dans la galaxie. Et déjà, si tu es là-bas, tu disparais. C'est cette unité-là que conventionnellement on a. Oui, parce qu'on dit même la lumière même la lumière ne peut pas s'en échapper une fois qu'elle est à l'intérieur. Du coup, c'est l'enfermement absolu. Mais pour l'instant, le frère ne doit pas s'en préoccuper. Ce sont des phénomènes qu'on observe plus au niveau macroscopique. Sur Terre, pour l'instant, on ne doit pas s'inquiéter des trous noirs. D'accord, c'est pour ça que Berlin Ewan m'a dit bonjour les gars, félicitations, vous êtes le présent et l'avenir du Cameroun continue d'être des sources d'inspiration et ne vous inquiétez pas des trous noirs pour l'instant. Théma, crois-tu en Dieu? Si oui, lequel? C'est intéressant. Celui de Jésus pour passer la question, enfin c'est vrai que c'est une question qu'on aurait pu poser après, mais c'est une question qu'il pose certainement à cause de la physique. Quand je parlais tout à l'heure, quand je caricaturais, le bras de fer qu'on a lancé au Dieu en disant votre soleil, là, on va le recréer sur Terre. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, de toute façon, comme Jean-Paul Sartre, ni Dieu ni maître, il n'y avait que moi? Ça c'est une bonne question. En ce qui me concerne, je suis croyant bien entendu, mais je suis pas Jésus-Christ. Je veux dire, je suis pas.
Mais je suis croyant, je crois en Dieu et c'est pas la première. On pense que les physiciens ne sont pas croyants en général, ce n'est pas juste. Vous savez, Isaac Newton était croyant, Michael Faraday était croyant, James Clerk Maxwell était croyant. Et moi, je suis croyant, bien entendu. Et ce n'est pas un défi, je ne le vois pas comme un défi. Je pense que nous avons hérité de quelque chose et nous sommes en pleine crise et nous devons utiliser nos cerveaux pour alimenter, pour aider, pour préserver. En fait, c'est ça, pour préserver notre humanité. C'est le mot préserver. Ce n'est pas une Hum. Fauchive Vincenzo, c'est peut-être un italien. ouais, Vincenzo. Il demande, est-ce que cette énergie ne va pas favoriser le réchauffement climatique? Si oui, quelles sont les solutions? Ouais, parce que déjà, le soleil il est très chaud. Température moyenne sur Terre, 17 degrés, mais parfois Oui. on va à 50, 60. Est-ce qu'en ajoutant un deuxième soleil sur Terre, on ne va pas... Oui. Bonjour, Fauchive. Non, ça ne va pas favoriser le réchauffement climatique parce que le processus, quel est le processus du réchauffement climatique? C'est lorsque tu fais les gaz à effet de serre détruisent la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, lorsqu'elle est détruite, maintenant, il n'y a plus cette protection naturelle là contre les radiations cosmiques et autres radiations. Et quand il n'y a pas cette protection, ça arrive, ça réchauffe la Terre. Il faut faire attention. Notre soleil qu'on amène aura émettre de gaz à effet de serre. Donc non seulement il n'y aura pas de destruction de la couche d'ozone avec ce nouveau soleil, mais en plus il aura une énergie confinée. Même l'opérateur qui va travailler à côté de ce soleil ne va pas sentir son énergie parce qu'il y aura un champ magnétique entre lui et le soleil pour confiner non seulement les particules, mais aussi l'énergie. Comme la ceinture de Van Allen. Ouais. Alors, Oya Bagbo, c'est pas le fils de Laurent. Hein, J'espère. Pourquoi vous n'avez que des référentiels occidentaux dans vos bouches? Vous n'avez pas de scientifiques africains? C'est la question qu'il pose. Bon, c'est parce qu'on n'a pas abordé. Hier, on parlait de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui a étudié la physique nucléaire, et voilà un exemple de référentiel que je suis content de citer parce que c'est l'un de mes modèles et tout. C'est juste que l'on n'a pas abordé le sujet. Cheikh Anta Diop a fait des travaux excellents, que ce soit dans la datation, que ce soit même dans son passé, pour étudier l'Égypte et tout. Il a dû dater. Il a fait un travail extraordinaire et c'est un modèle. Je pense que si les Européens ne veulent pas reconnaître ses travaux, nous sommes fiers de ce qu'il a fait. Et justement, quand les Occidentaux parleront en bien de moi, commencez à avoir peur. Oui, en fait, moi, la question m'intrigue. Je vais essayer d'apporter un deuxième élément de réponse. La question m'intrigue beaucoup. L'Afrique, c'est un peu contre-productif. On a parlé de... Est-ce qu'il y a eu interruption? Non, je crois que ça fonctionne. On a parlé d'Ernest Simon, premier africain à la NASA. On a parlé de Cheikh Anta Diop qui a révolutionné parce que les littéraires disaient, se baser sur les travaux d'Aristote et Hérodote qui disaient Agan Mélanès, les Égyptiens sont très noirs. Mais il fallait prouver ça scientifiquement. Et Cheikh Anta Diop qui a étudié la physique nucléaire a procédé par ce que vous appelez la datation carbone 14, entre autres, qui a déterminé, outre le nez épaté, etc., les cellules souches préservées sur Toutankhamon, Ramsès II et consorts ont montré que c'était bien des Noirs, c'était, voilà. Donc, il y a déjà ces gens-là. Il y a le docteur Ernest Simon, premier africain à la NASA, qui est sorti dans les années 95-96, 2 fois premier des promotions, il a été convoqué. Donc, il y a énormément de référentiels africains. On est appelé à les valoriser. Et toi, aujourd'hui, qui a connu Arsène Thomas, il faut qu'à partir de demain, avant de prononcer Einstein, tu d'abord le petit Einstein que nous avons déjà en Afrique, fera même comprendre que la relativité restreinte d'Einstein est égale à mc carré, peut-être n'était même pas exact, peut-être est égale à mc cube, finalement. Vu qu'Einstein s'était trompé, il disait que ton corps au repos. Or, en fait, c'est un corps en mouvement qui produit cette masse d'énergie. Donc, il y a eu des améliorations de la théorie. Ça fait que rien n'étant parfait. Rien n'étant parfait, ouais. Donc, exactement. Si tu as quelque chose à ajouter, et avant que je prends la question suivante, que dis-tu du tremblement de terre d'Haïti, de ce que, et est-ce que l'homme est-il déjà capable à créer ce phénomène sur Terre? Il y a des gens qui pensent que, aussi bien le tremblement de terre, oui, il y a beaucoup de théories sur le tremblement de terre à Haïti, où les gens disent que c'est les Américains, c'est les Occidentaux qui ont
essayer de semer le chaos là-bas pour leurs expériences. Si c'est possible de ramener le soleil, c'est possible de faire trembler la terre. En principe, c'est possible de faire trembler la terre, mais je ne crois, en toute sincérité, je ne crois pas que c'était d'origine humaine, le tremblement de terre à Haïti. Non, oui, je crois que, ouais, moi, c'est, enfin, les souterrains océaniques sont assez compliqués et les plaques qui entrent en collision les unes sur les autres provoquent forcément des frictions et quand on a un pays, en fait, ce n'est même pas vraiment l'ampleur de la catastrophe, c'est surtout qu'Haïti n'avait pas les moyens de se défendre. Exactement. Vu que de l'autre côté, il y a Santo Domingo, on a pu mettre les moyens en œuvre pour que les gens ne perdent pas la vie. Exactement. Exactement. Franck Zaïdi, ne peut-il pas y avoir des conséquences sur notre planète liées à un déficit du champ magnétique qui pourrait envelopper ce champ artificiel? Mais oui, parce que déjà le champ magnétique terrestre est assez perturbé. Les scientifiques parlent même d'une inversion des pôles magnétiques un jour. Est-ce qu'en créant un deuxième champ magnétique qui a une puissance comme celle-là, on va pas encore accentuer le chaos? Non, le frère ne doit pas se préoccuper. Vous savez, l'orientation des champs compte et la projetation avec l'orientation de ces champs magnétiques n'influenceront pas les champs magnétiques naturels terrestres. Ça, c'est un. Et deux, l'intensité est légèrement plus basse. Parce que l'intensité ici, qui est en Tesla, nous parlons de 5 à 10 Tesla. Notre champ magnétique que nous créons, c'est l'unité de mesure du champ magnétique de B. Le champ magnétique, il se mesure en Tesla. Donc, ce que nous créons sont d'environ 5 Tesla, juste pour confiner ces particules-là et cette énergie-là pour qu'elles ne soient pas retrouvées ailleurs. Que le frère ne soit pas préoccupé. Tesla, de Nikola Tesla. Ouais, de Nikola Tesla, le croate, exactement. Un génie, absolument. S'il était américain ou anglais, on aurait parlé plus de lui, Tesla. Alors, donc, y a-t-il, Alexandra Delabadi, y a-t-il d'autres chercheurs venant de pays africains qui sont intéressés et conviés à participer à ce projet? Car c'est principalement sur le continent que la population va augmenter. Est-ce que les pays anglophones sont-ils plus avancés que les francophones en Afrique? Sont-ils au courant de tout ceci? Donc, voilà. Alexandra, bonne question, Alexandra. J'ai rencontré aux États-Unis un physicien burkinabé qui partageait, il était beaucoup plus âgé, avec beaucoup plus d'expérience. Il s'appelle Ahmed Diallo. Il était intéressé à ce projet et tout. Et je pense que oui, que les scientifiques africains sont préoccupés. Nous sommes préoccupés par l'Afrique de 2050, Claude. Je pense que c'est naturel, non, de ce comment sera notre Afrique en 2050. Et surtout que nous serons encore en vie. Notre président parle de 2035, voilà, il aura 103 ans. Voilà, et nous alors, donc nous sommes préoccupés et tout le monde, le Claude dans son domaine, toi dans ton domaine, Alexandra, et moi dans le domaine des sciences, nous voulons être présents au rendez-vous de 2050 avec une population aussi vaillante que vous êtes, avec ces jeunes que je vois, ils ont beaucoup de rêves, ils ont beaucoup de volonté, ils veulent rêver, ils veulent bien faire. En 2050, avec la communauté scientifique, je pense qu'on peut résoudre ces défis, cette énergie. Gérard, Tsetsa Bachumchwa demande, est-ce que l'idée de disperser des cours dans les universités africaines pendant ton temps libre te parle? Je veux le faire à temps plein en passant, mon frère. L'idée de dispenser des cours, c'est le travail que j'aimerais faire à temps plein parce que depuis que je suis petit, j'ai cette passion, j'ai cette volonté de devenir un jour enseignant. Mais si c'est pour des invitations dans certaines universités, souvent pour distribuer des cours, je serais très honoré. Je l'ai fait aux États-Unis parce que lorsque la formule a été trouvée, validée, l'article a été publié, il y a eu beaucoup d'universités et quand je parle d'université, je parle du MIT, je parle de University of California, Los Angeles, Berkeley, Princeton, je parle de General Atomics. Princeton où a travaillé Einstein, justement. Oui, Princeton, où est allé Einstein, ouais, c'est où il fait ces dernières années. Donc, pour dire, j'ai collaboré avec toutes ces personnes-là pour dispenser, pour expliquer la théorie, pour expliquer les méthodes, pour expliquer la personne. Et toutes les fois, j'ai toujours mis en avant le parcours, la vision, parce que quand tu finis de dispenser un cours au MIT, par exemple, la première question qu'ils m'ont toujours posée, je dis, eux tous, ils ont toujours posé la première question. How is it possible from Bafoussam to MIT? How was it possible? Et ça a toujours été la même question, mais comment toi, à Bafoussam, tu fais comment? Pourquoi tu as voulu faire cette affaire-ci? Hein? Et ça a toujours été le même truc. Il faut bien que quelqu'un le commence.
pour que les autres suivent. Dans ta réponse que tu leur donnais? La réponse que je leur donnais, c'est que je suis honoré d'être le premier et je vais tout faire pour ne pas être le dernier. Il fallait bien que je passe par là pour que nos petits-fils passent par là. Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait dans ta démarche, parce que nous sommes dans une sorte de mentalité où, par élitisme et par amour du privilège, on est très fier quand on est le premier à avoir réalisé un truc. On va être le seul pour s'en vanter. Mais en ayant pris conscience des besoins énergétiques de l'Afrique sur le long terme, tu te dis, la solution viendra de la propagation de cette information-là. Exactement. Exactement. Donc, le soin, on peut dire à long terme, serait que ceux que tu formeras dans tes cours soient plus tard tes collaborateurs pour t'aider à travailler sur ce projet. Exactement, et fasse plus et aille où je n'ai pas pu aller. Je vais m'arrêter à un certain niveau. J'espère le plus loin possible pour vous honorer, mais j'espère que ceux avec qui je vais travailler, ceux que je vais former demain aient de plus brillants résultats. Hein. Si on a un programme nucléaire camerounais demain, je serais très honoré que des jeunes braves qui viennent des lycées de Bamenda, Garoua, Marois et qui passent dans cet institut nucléaire qui serait bien pour notre pays demain soient reconnus au niveau international. Claude. Donc, on va prendre un petit dernier quart d'heure et prendre 4-5 questions pour ne pas trop t'épuiser. Et voilà. Bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque de rupture? Bon, je crois que j'y ai répondu déjà. Même nos ancêtres savaient déjà perturber le climat. Pour les Américains, n'auraient-ils pas pu... Pourquoi les Américains n'auraient-ils pas pu avoir accès à ces technologies contre Haïti? Bon, on va pas débattre sur les complots, je sais ce qui a dû se passer. En tout cas, Petngagi le Benjamin dit, en quoi l'Africain de la zone rurale pourra-t-il profiter de l'étude de la science? C'est une drôle de question. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Il dit? Il dit, en quoi l'Africain de la zone rurale pourra-t-il profiter de l'étude de la science? Mais ça c'est mon frère de la zone rurale. Pour savoir s'il va pleuvoir à Bafoussam demain ou pas, il faut résoudre une équation différentielle. Pour savoir si ta production de bananes va donner ou pas, il faut comprendre en quelque sorte la science. Je vais dire, c'est un processus. Vous savez, Paris, il y a beaucoup d'années, était rural, entre guillemets, Claude. Le développement, tout le monde y est passé, non? Bien sûr. Voilà, donc c'est un début. La zone que tu considères comme rurale aujourd'hui au Cameroun ne le sera pas dans 50 ans. Et donc... En effet, il y a eu l'instant zéro, où Paris n'était que... En fait, je crois que le plus probant sur les villes chinoises, Shenzhen, Shanghai, 30 ans en arrière, c'était des zones rurales. Il y a des photos de Shenzhen en 80. Aujourd'hui, c'est la ville au monde qui compte le plus de gratte-ciel et de start-up, en tout cas avec les villes sud-coréennes, etc. Exactement. Jean-Paul Pogala y était il y a quelques temps et on a fait largement la promotion. Okay. Vraiment, je suis très fier de vous. Bon courage, bonne chance en Afrique. Et on les lira plus tard. Les politiques... Bon, je vais prendre pour certains. Alors, Fukushima, le 11 mars 2011. J'aimerais savoir l'énergie. Je suis en 3e année ingénierie énergétique à l'université d'énergie nucléaire, mais j'ai pris vos idées de ce soir comme un cadeau plein d'orientation. Merci les gars. Merci tu as suscité une vocation là. Je suis honoré. Quelqu'un dit même, je suis ravi que tu penses à nous avant BFM TV. Merci mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre que comme Antonio Meucci, à qui on a volé entre autres l'invention du téléphone, ton brevet sur les théories, sur la formule que tu as créée ne soit piqué par les instances qui travaillent avec toi? Je ferai tout pour qu'il ne soit pas piqué de toutes les façons, c'est ce que je peux garantir parce que comme je dis, c'est pas moi, c'est tout un pays, donc c'est en cours et je ferai tout mon possible pour que on nous reconnaisse ça parce que quand je suis arrivé là-bas, je voulais laisser l'empreinte de notre pays, je voulais laisser notre empreinte de Bafoussam, de Garoua et donc je ferai tout pour que le brevet ne soit pas piqué. Et si je peux faire un petit Congo, ça c'est que nous sommes en bonne voie parce que l'article, on m'a reconnu déjà la paternité et après l'article, c'est... Quand l'article, on reconnaît ta paternité, après c'est difficile qu'on te la vole parce que là, on a reconnu que tu es le premier à avoir y écrit. Voilà. La dernière question ici, comment avoir accès à vos travaux universitaires? C'est
Franck Camayo qui demande comment avoir accès à vos thèses universitaires, Ouais. si c'est possible déjà. Ce n'est pas encore possible parce que c'est dispersé dans différents sites, dans le site de la General Atomics, dans le site du département américain de la défense, dans le site du Polytechnique de Turin. Mais quelqu'un m'a fait une excellente suggestion de regrouper tous ces trucs dans un site web qu'on est en train d'écrire. Ainsi, vous pourrez lire, consulter à volonté. Mais c'est en cours encore. Donc voilà. Tu as donc 5 minutes pour donner un mot de la fin à ces gens qui t'ont écouté. Ils sont hyper nombreux. C'est-à-dire tu as suscité un intérêt immense. Si tu as quelque chose à leur dire en guise de conclusion. En guise de conclusion, j'aimerais d'abord vous remercier pour toute l'énergie positive que j'ai toujours sentie. J'aimerais vous remercier après les différents reportages. J'ai vu ces messages d'encouragement. Ces gens qui m'écrivaient du Congo et me disaient qu'ils ont repris goût à l'école. Ces enfants qui m'écrivaient de Garoua et me disaient qu'après mon reportage, ils ont redécidé d'aller à l'école. Ils étaient au quartier. Ces mamans qui m'ont écrit en disant, mon fils, moi je suis là, mon mari m'a abandonné, je suis avec mon enfant. Mais en regardant ton exemple et celui de ta maman, je vois la lumière au bout du tunnel maintenant. Moi, j'aimerais vous remercier, vous tous, pour l'énergie positive que vous m'avez transmise. Moi, j'ai déjà dit cette phrase, mais je la répète. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Je suis en train de lutter au même titre que les soldats qui luttent au nord, au même titre que le taximan qui est à Douala et essaie de se battre pour sa famille. Nous tous, nous voulons une Afrique prospère, un Cameroun prospère. Moi, j'essaye de le faire dans mon domaine, comme je vous exhorte aussi à le faire dans le vôtre. Tous ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Donc voilà, c'était notre frère Arsène. En fait, en gros, voilà, ça n'a pas été facile. Il n'a pas réussi parce que ça a été facile. C'est une icône dont vous allez entendre parler dans les années à venir parce qu'il vient de très loin. J'ai écrit dans mon article, comme moi, il était abandonné par papa. Comme moi, il a grandi élevé par une mère qui n'avait pas de moyens, qui était démunie. Mais comme moi, il est un peu fou. Il s'est dit, bon, moi, c'est ma passion. Il faut qu'à ma disparition, on se souvienne de ce que mes doigts ont réalisé. Et pour qu'on parle de Cheikh Anta Diop, pour qu'on parle de Ernest Simo, pour qu'on parle de Tycho Brahe, de Galilée et de Arsène Thomas aujourd'hui, parce que c'est des gens qui, d'un côté, ont réalisé la datation carbone 14 quand les Égyptiens sont noirs, de l'autre, ont réalisé que le modèle héliocentrique de Copernic était juste, de trois, ont créé la formule de déviation des éléments nucléaires, etc. Si vous voulez qu'on parle de vous dans 30, 50 ans, voire 100 ans après votre disparition, il faut que vous fassiez quelque chose de votre vie. C'est le seul moyen de devenir immortel. Je ne veux pas me porter en faux contre la Bible, le Coran ou quelque religion que ce soit, mais jusqu'à preuve du contraire, le meilleur moyen de devenir immortel aujourd'hui, même 2000 ans après sa disparition, c'est d'avoir réalisé avec ses 10 doigts ce qui n'existait pas à notre naissance, et c'est ce que lui, il a tenu à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'admire beaucoup. C'est un exemple, c'est un honneur pour moi, quoi qu'il en dise, d'être avec lui, et voilà. C'est un exemple à suivre et je suis content. J'espère qu'on va se retrouver encore dans les semaines, les mois, les années à venir, qu'on va travailler ensemble pour notre pays, pour notre continent, que la fusion de nos talents dans nos domaines respectifs vont nous permettre d'avancer. Faites bien ce que vous savez faire. Tout le monde est un génie dans quelque domaine que ce soit. Il s'agit seulement de mener à bout avec passion, avec amour, ce sur quoi notre talent repose, et d'écouter ceux qui ont réussi dans ces domaines-là et non ceux qui ont échoué et qui nous disent non, ne fais pas ça, etc. On ne se compare pas au dernier élève de la classe, on se compare au premier pour progresser. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui étaient là. À la prochaine, voilà, salut et merci beaucoup. Bon dimanche et bon week-end. Merci beaucoup. Donc voilà. Tu as terminé? Oui. Je n'ai pas encore coupé, on est juste sur le small talk de la fin. Ok. C'était intéressant. Merci, Claude. C'était très de talent. Toi aussi, hein. Du très haut niveau. J'espère qu'ils ne se sont pas ennuyés. Non, moi je pense qu'ils ne se sont pas ennuyés. C'était du très haut niveau. Ouais. De très bonnes questions, par contre. Techniques, ouais. J'apprécie les questions. Ouais, je crois qu'à l'intérieur, il y avait des physiciens de grand calibre qui auraient bien aimé. Allez, ciao, à plus. Très bonne question. Donc, interrompre.